Salut à tous, Tour de Lombardie 2020, un Tour de Lombardie très particulier de par son déroulement. On va en parler dans un instant et puis ensuite, dans une deuxième partie, je vous mettrai la vidéo de gameplay, de focus gameplay sur Pro Cycling Manager 2020 à laquelle j'avais pensé et qui est arrivée probablement un petit peu trop tard, voilà, pour être publiée telle quelle. C'est pour ça que je rajoute ces quelques mots assortis de quelques petites analyses ou commentaires, voilà, par rapport à la course de ce 15 août 2020. Donc, que se passe-t-il? On a eu déjà, bien, dans l'approche de Sormano, dans l'approche de Sormano, on a la Deceuninck Quick Step qui fait un très très gros boulot pour essayer d'éceler les leaders et de faire en sorte que Remco Evenepoel puisse lutter d'homme à homme entre guillemets avec les Fuglsang, Nibali, Mollema, peut-être George Bennett, etc. Suivi de cela, évidemment, une autre phase de la course qui est une phase dans laquelle il y aura un durcissement de la part d'Astana. Je ne montre pas d'image parce que je ne veux pas me faire striker très bêtement par des gens qui ne possèdent même pas les droits. Je pense qu'ils se reconnaîtront peut-être, puisqu'il a toujours une ou deux personnes de ce style qui vient comme ça phagocyter le temps que je passe en tant que modeste amateur à vouloir partager des choses de cyclisme en général. On aperçoit ici Vlasov, on peut aussi apercevoir Mollema, Remco solidement calé derrière. C'est encore une phase de la course sur laquelle on a une dizaine de coureurs, et puis il y a comme ça, sous l'impulsion donc, du travail de la Astana, quelques-uns qui vont lâcher, notamment Mathieu Van Der Poel, qui était une inconnue absolue avant ce Tour de Lombardie. On se demandait un petit peu de quelle manière est-ce qu'il pourrait passer Sormano. On a la réponse ici, à savoir 7 hommes seulement qui vont basculer en tête du mur de Sormano. Donc 2 fois Astana, c'est-à-dire Vlasov, Fuglsang. Evenepoel est le seul Deceuninck Quick Step, puisque De Venins, après son gros boulot, a sauté. George Bennett qu'on aperçoit, et 3 Trek Segafredo à la personne de Nibali, de Mollema et de Ciccone. On amorce la descente. Vous voyez, le kilométrage, il est assez parlant. On amorce la descente. Remco Evenepoel en tête au départ de cette descente. Je demande un petit peu à ce moment-là quelle course on peut avoir. Est-ce que Van Der Poel peut rentrer, ou est-ce qu'on va assister finalement à une lutte entre ces 7-là, avec un surnombre pour Trek Segafredo, a priori, qui devrait porter ses fruits, même si les deux Astana doivent être aussi partie prenante dans le final, a priori là aussi. Et puis c'est là qu'on opère cette photo où on voit très peu les choses, mais qui est un moment peut-être crucial de la course. C'est sur la gauche, vous apercevez en fait Trek Segafredo qui commence à vouloir faire la descente, comme on dit, faire la descente. Donc ça veut dire essayer de peut-être imprimer un rythme bien plus soutenu dans cette deuxième partie de la descente de Sormano. Astana n'avait pas très longtemps mené, et là c'est le drame dans ce tournant là qu'on voit. Et sur quoi repose ce drame là en fait, ce sont même pas les hommes de tête que je vous ai montré sur cette photo, c'est sur cette capture d'écran. C'est même carrément des poursuivants. On aperçoit, je crois, Rafał Majka à gauche, devant un vélo vide. Pourquoi est-ce que ce vélo est posé là? Et même les commentateurs sur le moment qui ont pensé qu'il s'agissait d'un photographe qui aurait laissé son vélo là, ou d'un spectateur, etc. Pas du tout, ce vélo comporte un numéro. Il s'agit du vélo de Remco Evenepoel qui a basculé à cet endroit-là en subissant malheureusement, vous voyez, ce qu'on aperçoit là, c'est-à-dire le muret de délimitation de la route qui va comme ça se rétrécir à angle droit. Et ça a été fatal au jeune Remco Evenepoel. On pourra avancer 1000 explications, je vais pas le faire maintenant, mais vous avez quelques images. J'aime pas trop ces images, on va passer très rapidement, mais on voit le moment où Remco Evenepoel fait un véritable soleil, voilà. Et puis devant, évidemment, ils sont pas au courant, en tout cas pas tout de suite.
ils ont peut-être juste remarqué qu'ils ont quelques longueurs d'avance sur Remco Evenepoel. Donc ça continue à travailler. Il y a toujours la menace de Van Der Poel qui est à 20 secondes, il est revenu alors qu'il avait plus d'une 30 au sommet de Sormano. Donc là c'est assez... on se dit, mince, si Mathieu Van Der Poel rentre, en fait, ça se trouve, c'est lui qui gagne. Hein. Mais sauf qu'il est en train de s'épuiser, et en fait, il ne rentrera jamais. Il va craquer pas très loin de rentrer, il ne pourra plus fournir les efforts supplémentaires. Pendant ce temps, l'ami Remco est évacué. On est déjà soulagé, premier soulagement à ce stade-là, puisque, moi, je vais être franc, j'avais peur pour sa vie, dans un premier temps. Et dès lors qu'on a su qu'il était vivant et qu'il était conscient, c'était déjà un soulagement. On verra par la suite que s'agira d'une fracture du bassin. Apparemment, il y a quelque chose aussi au niveau pulmonaire. Donc délicat tout ça. La course reprend ses droits alors qu'on est dans le Civiglio. Vous voyez, vous apercevez ici Fuglsang et Bennett qui se sont détachés. Les Trek Segafredo vont être les grands perdants de cette partie de course, puisque Vlasov va même réussir à sortir. Nibali craque, Mollema, Ciccone font ce qu'ils peuvent, et Vlasov va même sortir pour rejoindre Fuglsang et Bennett, et finalement ce Tour de Lombardie se terminera à 3, avec notamment une petite passe d'armes entre George Bennett et Fuglsang, où il lui dit arrêtez de me faire des cassures. Ben oui, mais alors t'as qu'à prendre des relais, mon grand, parce qu'on va pas t'emmener non plus à la victoire aussi facilement. Puis là, c'est le moment fatidique, entre guillemets, pour Bennett, puisque à un petit peu plus de 6 km, c'est-à-dire de l'arrivée, c'est-à-dire environ le kilomètre, allez, au sens large, du sommet de San Fermo della Battaglia, on aura Fuglsang qui placera une attaque décisive, et il ira comme ça au bout. Voilà, pour ce Tour de Lombardie. Pas m'amuser à décrypter quoi que ce soit au niveau des responsabilités de chacun par rapport à la chute, parce que j'ai pas cette compétence. Et simplement dire que j'ai hâte de revoir Remco Evenepoel sur un vélo. Malheureusement, ce sera pas demain la veille. Autre commentaire pour dire que cette journée du 15 août aura été un petit peu noire, puisque vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé dans un premier temps pour Maximilian Schachmann, qui a terminé 7ème au final de ce Tour de Lombardie. La voiture semble avoir totalement Schachmann dans l'oubli, pas du tout vu. Que fait cette voiture à cet endroit-là? On peut se poser des tas de questions. Toujours est-il que ça va se solder par une clavicule pour l'ami Schachmann. Donc encore une très très mauvaise nouvelle pour le cyclisme, que cette outre la terrible blessure pour Evenepoel, eh bien il y a également Schachmann pour lequel on craint la suite des événements. Et puis j'ajouterais même à ça, si on englobe les autres compétitions, sur le Dauphiné par exemple, vous avez Kruijswijk qui s'est assez gravement blessé suite au non-départ le matin de Egan Bernal. Bref, Roglic qui est tombé également, qui était avec du sang et des hématomes assez peu sympathiques. Donc tout ça nous fait une journée qui est un peu spéciale, et qui remet peut-être en cause certaines choses pour la suite de la saison, qui sait. En tout cas pour le Giro, c'est certain. Voilà, donc place à ma vidéo qui se veut une vidéo de gameplay, une vidéo où on peut détailler des différences, donc changement de sujet en quelque sorte, même si vous allez voir que j'ai aussi joué avec Remco Evenepoel, bien évidemment, puisque c'était l'interrogation qu'on avait avant la course, c'était de savoir comment est-ce que Remco pouvait être en mesure de concurrencer, je sais pas, Fuglsang, etc., les gros favoris de ce Tour de Lombardie. Voilà. Bonne suite de vidéos. Tour de Lombardie 2020, qu'est-ce qui peut se passer? À quel type de course on peut assister, avec notamment des favoris nommés Evenepoel, Fuglsang, Nibali, etc., etc. Avec aussi un profil un petit peu raccourci. Mais l'essentiel est là, puisque dans les 75 derniers kilomètres, on aura quand même cet enchaînement Madonna del Ghisalo,
avec ensuite évidemment la Colma di Sormano, avec l'épilogue à 50 bornes de l'arrivée, le mur de Sormano, et ensuite on s'explique dans le Civilio et San Fermo della Battaglia, pour une arrivée à Côme assez classique. Donc la start list par rapport à ce Tour de Lombardie est évidemment amputée de nombreux coureurs qui auraient pu jouer un rôle majeur sur ce Tour de Lombardie. Moi je pense en tout premier lieu à Primož Roglič, qui aurait été un candidat idéal à la victoire s'il avait été aligné. On sait qu'il est sur le Dauphiné et plutôt avec une certaine réussite, puisque Team Jumbo-Visma est surpuissant en cette reprise de saison. On a donc Trek Segafredo qui présente une équipe assez sympathique. Je suis sur WorldDB 20 pour la course que je vais vous présenter, avec Vincenzo Nibali, Mollema, Ciccone, Brambilla, etc. On a IF qui finalement n'est pas ridicule quand on voit Michael Woods, quand on a également la présence de quelqu'un comme Simon Clark. Ça va être dur pour lui. Bon, allez, Woods peut-être figurer, peut être pas mal. Après évidemment il y a le team Astana avec celui qui peut paraître comme un immense favori, Jakob Fuglsang, etc., etc. On reparlera de tout ça avec des inconnus, avec des inconnus UES, avec des questions donc autour de la performance d'un Carapace, par exemple, avec aussi peut-être l'inconnu qui représente quelqu'un comme Tao Gegenhardt. J'ai accroché, désolé. Schachmann aussi peut faire figure d'homme à suivre, d'homme vraiment à regarder, puisque on l'a vu sur Estrade Bianca, était pas mal du tout. L'inconnu absolu, Mathieu Van Der Poel. Oui, parce que on se demande ce qu'il peut donner sur un tel type de profil. Après, avec ces notes-là, est-ce que le jeu nous renverra quelque chose de fidèle à ce qu'on peut voir après en course ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Puis moi, voilà, je vais évidemment m'intéresser au cas de Remco Evenepoel qui honnêtement paraît incroyable en cette reprise de saison, mais il était déjà en tout début de saison avant que le cyclisme fasse une pause. Donc avec ces notes-là, peut-il s'imposer en Lombardie? Écoutez, c'est tout ce qu'on va regarder là maintenant. Donc voilà, les start lists sont les bonnes. Il y a juste un coureur parmi les 174 que j'ai inscrits. Un coureur n'est pas le vrai, je vous laisse deviner lequel, ça va être pas évident. Si vous trouvez lequel, vous êtes super balèze. Voilà, on est parti avec donc des favoris qui s'annoncent être, allez, Fuglsang, Nibali, Carapace, le jeu est bien fait, on y va. Voilà, donc c'est amusant parce qu'on peut voir des tendances vraiment de PCM 2020 par rapport au Tour de Lombardie, qui est devenu quasiment une autre épreuve que ce qu'on connaissait sur PCM 2019 ou 2020, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité plutôt de s'expliquer dans le Civilio ou dans San Fermo della Battaglia, c'est la dernière difficulté au programme, alors que vous allez voir que sur cette version 2020, mais vous le savez peut-être déjà pour un grand nombre d'entre vous, confirmation en tout cas, moi je donne mon avis, confirmation que oui, il y a vraiment la question de s'échapper dans le mur de Sormano, qui est assez capital en fait. Donc c'est amusant parce que on a donc du Tour de Lombardie qui est davantage marqué par le saut de, on va dire, Pinot, Roglic, Nibali, Bernal 2018, que réellement par le saut de Mollema 2019, quoi, si on devait un petit peu caricaturer le truc. Tour de Lombardie qui, du coup, vous allez voir, se joue. Il faut pas laisser un trop grand écart. Là, on est dans Sormano. J'ai viré les premiers kilomètres parce que en fait, tout se joue dans les 65 derniers kilomètres essentiellement. Et il faut recoller en fait. Voilà. Avec Remco Evenepoel ici, je dois faire l'effort. Il ne s'agit pas de continuer un effort curseur. Il faut se positionner à l'avant. Si tu te positionnes à l'avant, tu es à peu près certain que la course, tu vas pouvoir la disputer. Après, attention, il ne faut pas faire ça avec n'importe qui. De toute façon, n'importe qui ne serait pas déjà à ce stade-là en tête dans Sormano. Vous voyez, il y a un énorme écart, puisque Patrick Conrad a lâché.
C'est Jakob Fuglsang qu'on a vu ici dépasser Conrad, et qui lui par contre va recoller, et derrière il y a un énorme trou. Après, est-ce que c'est dû au plateau qui est moins relevé que s'il n'y avait pas le Dauphiné en même temps? On peut vraiment se poser la question. Toujours est-il que Evenepoel et Fuglsang terminent le mur de Sormano en tête, et vous allez voir que c'est rigolo, il va y avoir un gros écart qui va se former. Attention, alors ici, bon, après là on est sur des spécificités PCM, hein, c'est-à-dire que il faut suivre impérativement Fuglsang dans la descente, sous peine de se faire avoir, puisque Remco Evenepoel est là évalué par la World DB20 comme un moins bon descendeur que Fuglsang. Pourquoi pas, après tout, j'ai pas d'avis sur la question. On n'a pas assez de recul sur la capacité de descendeur de Remco Evenepoel. Toutefois, il semblerait que le garçon soit monstrueux un petit peu partout, et vous avez vu, après, voilà, c'est l'éparpillement général. Et l'éparpillement général, c'est vraiment la tendance sur Pro Cycling Manager 2020, après le mur de Sormano, sur le Tour de Lombardie. C'est éclaté dans tous les sens, ce qui fait que du coup, ce qui aurait pu s'avérer être un coup d'épée dans l'eau, à savoir une accélération comme ça dans Sormano, pour essayer d'éliminer pas mal de coureurs, notamment éliminer les équipiers, et puis finalement se la jouer entre leaders. Ce qui aurait pu donc être vu comme une erreur tactique, hein, souvenez-vous avec Astana 2020, quand je joue et que j'essaye d'attaquer justement dans Sormano avec Jakob Fuglsang qui est derrière, qu'est-ce qui se passe? Il est parti de trop loin, il se fait reprendre, et on a finalement, heureusement, Lutsenko qui tire les marrons du feu, mais c'est passé très très proche d'échapper de ce fait à l'équipe, quoi. Donc ce qui était une erreur tactique sur PCM 2019 s'avère quasiment un must sur PCM 2020, parce que vous regardez les écarts après Sormano. Tiens, là, Fuglsang n'était pas content parce qu'en fait, je collaborais pas assez à son avis, et du coup, il a préféré tenter une attaque, mais Evenepoel en a encore sous le capot, hein, donc il y a possibilité de suivre l'attaque à ce moment-là, et maintenant on va surveiller Fuglsang comme le lait sur le feu, pour surtout pas se faire surprendre, surtout qu'on va pas trop tarder à amorcer le Civiglio, après quand même encore une petite période un petit peu de faux plat, que ce soit faux plat montant, faux plat descendant. Donc cette période-là, elle était avant synonyme de tu te fais reprendre, si tu es à 2 ou même à 3, et encore pire quand tu es seul. Et par contre, désormais, vu que l'écart dans Sormano est assez important, et que tout le monde en sort rincé, certes vous allez me dire il y a la descente, les mecs peuvent récupérer, c'est vrai, mais n'empêche qu'il n'y a pas assez de monde pour rouler, je dirais, sur le replat qui mène au Civiglio. Du coup, on aborde encore le Civiglio avec de l'avance, Michael Woods qui en chasse patate, Carapace aussi qui se bat tout seul, et d'ailleurs par contre il y a un groupe du coup qui s'est reconstitué, c'est ça qui est amusant, le groupe s'est reconstitué, on aperçoit notamment Vincenzo Nibali, mais vraiment pas que, et attention, là, Fuglsang qui m'a échappé, vous avez vu, c'est amusant, j'avais, c'est un petit détail de jeu qui est rigolo, j'avais fait tenir la roue, et bien en fait, il a fallu que je m'emploie pour boucher le trou, parce que Evenepoel avait lâché la roue, donc ça c'est toujours intéressant, c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard, on pourrait en parler un jour, j'ai observé dans quel type de situation ça lâche la roue ou pas, c'est lié selon moi essentiellement au différentiel de notes pour ce qui est de la note remarquable qui influe sur le profil, sur le passage de course considéré, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc Evenepoel étant un moins bon puncher a priori, je pense à lâcher. Toutefois, derrière, Fuglsang n'avait plus grand chose en magasin, et ça nous permet de nous détacher dans le Civiglio. Donc c'est amusant, on se détache dans le mur de Sormano, on sort finalement à 2, puisque Woods n'a jamais réussi à raccrocher le bon wagon, et derrière, ça s'explique dans le Civiglio à 2. Bon, mais ça nous fait plus penser à du Tour de Lombardie 2018 qu'à du Tour de Lombardie 2019. Hein, on se souvient de cette course sur laquelle, finalement, Mollema avait tiré les marrons du feu. Bon, si vous vous souvenez de la course l'année dernière, Mollema se fait lâcher par les accélérations successives des uns et des autres. Il se fait lâcher légèrement, hein, très légèrement, et ensuite il recolle parce que ça s'arrête de rouler, et enfin, au moment où on a eu ce petit moment de calme, hein, entre Valverde, entre Roglic, entre tous ceux qui s'espionnaient et Fuglsang, qui s'observaient à ce moment-là,
On a Mollema qui contre de l'arrière, avec en plus il y avait Ciccone dans le groupe, ils étaient deux les Trek Segafredo, et Mollema va au bout parce que aussi derrière, personne, et Bernal non plus, n'a décidé de produire son effort au moment où il le faudrait. Hein. Donc on peut gagner sur des coups comme Mollema l'année dernière, mais sur Pro Cycling Manager par contre on va plus gagner à la pédale, là dans le Civiglio, parce qu'aussi avant on n'a pas trop roulé et on a laissé Fuglsang aborder le Civiglio en produisant un effort. À la limite moi le retour de Michael Woods ne m'aurait pas dérangé, parce que je sais qu'à l'arrivée on l'aurait quand même planté, parce que s'il s'est fait lâcher une fois il va se faire lâcher 2 fois, alors que bon, dans la réalité c'est un petit peu plus complexe, hein. C'est pas parce que vous vous faites lâcher une fois très légèrement que vous êtes absolument éliminé pour la victoire. Mollema nous l'a prouvé. Et donc le fameux regroupement en fin de course qui résulte de ces peut-être 2 descentes successives plus incapacité de certains à imprimer un gros tempo, ce qui fait que du coup il y a un regroupement par l'arrière. Enfin on se comprend, hein, il n'y a pas un peloton de 230 coureurs, mais il y a un regroupement qui finit bien à 10-15, bien souvent, derrière les hommes de tête. Et autre exemple, je me suis amusé à le rejouer, hein, évidemment, vous en doutez, le rejouer après cette victoire de Remco Evenepoel, à le rejouer, toujours avec De Koning Quickstep, mais on a observé ici une attaque très subtile. Je me suis dit, tiens, n'attaque pas et regarde un petit peu ce qui se produit. Et à ce moment-là, on assiste à une très très jolie attaque de George Bennett. George Bennett fait partie des gens qu'on cite, parce qu'il a gagné le Tour du Piémont il y a quelques jours là, et puis honnêtement, il paraît dans la lignée des Jumbo-Visma en ce début de saison, j'allais dire, en cette reprise de saison qui marche un petit peu sur l'eau. Vous voyez ici par exemple, c'est Carapace et Fuglsang. Yonis Aguirre va être un petit peu plus en difficulté. Kelderman essaie de se battre, mais c'est délicat. Tim Wellens aussi n'est pas très très loin, mais ça va être difficile. Et on va basculer très très loin. On va être. La course est terminée. Hein. Ah oui, on notera quand même l'excellent comportement d'Alberto Bettiol sur ce coup-là. C'est limite surprenant, mais pourquoi pas. En tout cas, il part avec le premier dossard de son équipe sur ce Tour de Lombardie 2020. Hein. Est-ce qu'il sera vraiment le leader? Moi, je pensais plus à Michael Woods, mais pourquoi pas. Et donc, vous avez 3 hommes devant qui collaborent. Toujours pareil, ils se sont détachés dans Sormano et il n'y a pas grand chose à faire. Carapace, Bennett, Fuglsang se relayent, donc ils vont aller au bout, il n'y a pas de problème. Simplement, on se demande juste lequel des 3 va l'emporter. Ça, c'est une question d'économie d'effort, c'est une question de qui va en garder le plus sous la pédale. Derrière, ça joue battu, mais regardez, il y aurait déjà même limite un retour de l'arrière, parce que Devenitz avait réussi à raccrocher un petit peu, ça roule pas vraiment en poursuite sur le secteur qui mène au Civiglio, parce que tout le monde est mort en fait, tout le monde est rincé. Et regardez qui a lâché, Fuglsang, puis Carapace, et c'est donc George Bennett qui était l'initiateur de ce coup dans Sormano. Il était l'initiateur, et c'est lui qui va comme ça tirer les marrons du feu et aller obtenir une victoire plus que certaine à ce stade-là. Et ce fameux regroupement, vous voyez ici, derrière, il y a des mecs qui sortent très très en forme. Finalement, on se demande comment ils ont pu se faire lâcher avant et comment ils ont pu être aussi bas. Je pense notamment à Maximilian Schachmann qui termine très 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 bien cette course, alors qu'il était aux fraises et a été lâché dans Sormano, et qu'après il avait pris une bonne cassure. Et donc voilà, on assiste du coup à des trucs qui sont un peu surprenants, quoi, des top 10, donc Chadaga et tout, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu marrant. Voilà, un autre exemple. Après, je vous avais proposé également du Tour de Lombardie dans ma série avec la Movistar. C'était à l'épisode 3, où j'avais cette fois-ci pour objectif, donc c'est du mode carrière, c'est pas pareil que course d'un jour. Hein. Quand vous jouez en course simple, vous avez des formes aléatoires, et des niveaux de préparation aussi qui le sont. Là, c'était pas la même. On était en situation où on était préparé. J'avais pensé mon coup à l'avance pour Alejandro Valverde, parce que je pressentais la chute de notes. Enfin, ça c'est toute la problématique de la carrière. Là, on s'éloigne un petit peu de la thématique Tour de Lombardie. On va y revenir, vous inquiétez pas. Mais donc avec toute cette problématique de carrière qui est que le coureur vieillissant va avoir très souvent, en tout cas, tendance à perdre des notes de manière assez vertigineuse pour le cas de Valverde. Du coup, en fait, je pressentais que c'était probablement la dernière grosse
victoire que je pouvais éventuellement espérer, et puis j'avais du coup joué le coup pour l'ami Alejandro, l'ancien champion du monde, avec le soutien de Mas, très récemment virtuellement champion du monde dans la partie, et de Solaire. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne, vous avez vu, une course quasiment neutralisée dans le mur de Sormano. Donc ça sort à un petit groupe d'un petit peu moins d'une dizaine de coureurs, avec aussi ici la présence de Roglic, d'Alaphilippe. Donc on n'a plus aucun rapport finalement avec la course qu'on va avoir en ce samedi 15 août, puisque tous ces hommes-là, Valverde, Roglic, Yates, Alaphilippe, etc., sont des gens qu'on ne retrouvera pas. Et après, là, toute la problématique, c'était de raccrocher Alaphilippe, qui est toujours très très dangereux, et Roglic est bien présent, hein, dans le Civiglio, ne pas se faire déborder. Et donc là, on rentrait dans une problématique qui ressemblait plus à PCM 2019, puisque tout paraissait devoir se jouer dans San Fermo della Battaglia, avec, après, le petit coup stratégique du joueur humain, assez classique, c'est je m'accroche dans la roue de celui que je considère comme le plus dangereux, même si là, en l'occurrence, il y en a quand même deux qui sont très dangereux. Et une fois que je me suis accroché quelques dizaines de mètres avant le sommet, j'en place une, ou quelques centaines là en l'occurrence, de 300, j'en place une grosse, et on part, et on termine dans la descente. Donc ça c'est vraiment du PCM tout craché. Après on peut aussi avoir des attaques comme celle-ci dans l'arrêté, hein, de Roglic qui n'avait pas terminé très très loin. Mais là c'était neutralisation dans Sormano, donc ça existe aussi, il n'y a pas que... des mecs qui se détachent dans Sormano. Cela dit, moi je recommanderais plutôt de se détacher dans Sormano. Après, le dernier exemple que je voulais montrer, celui que j'ai joué un petit peu plus récemment, c'était avec les ragazzi de Fabio Aru et de Gianni Moscon, où on avait là encore une expérience différente sur le Tour de Lombardie. Donc vous remarquez, je suis toujours sur le même profil, c'est-à-dire le profil pas exactement le même que en ce 15 août 2020, mais avec quand même les 75 derniers kilomètres qui sont les mêmes. Donc à partir de là, l'essentiel de la course n'est pas à changer. Ce qui change beaucoup, c'est les inscriptions, parce que vous avez là encore une start list qui n'est pas celle de cet après-midi, contrairement aux deux premiers extraits, aux deux premières versions là que je vous ai proposées, les deux premières de la vidéo. Donc ici c'est comme ça qu'on a Kwiatkowski qui est pas mal. Et le phénomène intéressant sur celle-là, c'est, il faut regarder Sunweb avec son joli maillot blanc là, hein. Il faut regarder Sunweb, on le voit pas, hein, il a disparu, Tish Benoît. Et pourtant, regardez, il y a un moment donné où Tish Benoît va se mettre à accélérer. C'est assez prodigieux en vérité, parce que là, a priori, ça joue pour Lutsenko, Dan Martin, Kwiatkowski, voilà, Mollema, on a compris qui sont les plus forts, à la limite Sivakov, pourquoi pas. Mais en fait, il y aura une accélération de Tish Benoît qui va être assez prodigieuse. En fait, visiblement, il lui en restait sous la semelle. Et du coup, on se retrouve avec deux hommes en tête, Benoît, Kwiatkowski, qui sont détachés. Derrière, Barguil et Barguil qui était en chasse-patate totale et qui était absolument en incapacité d'aider son camarade d'échapper, voilà. Et on se retrouve avec Aru qui va remonter. Et ça, c'est encore un autre phénomène. C'est l'IA a présumé de ses forces, du coup, tu peux la remonter, mais tu peux pas lui reprendre 1 minute 30. Tu peux lui reprendre 30 secondes, 45 secondes, voilà, si ça craque vraiment, si ça collabore pas bien. Tu peux remonter en effort curseur lent ou en effort relais à 65 vers là, alors que l'autre est en défaillance, donc fatalement tu remontes. Mais en l'occurrence, ça va être suffisant pour s'insérer dans un top 4. On a vu quand même aussi au passage la remontée de l'arrière signée Pogacar, qui émerge d'un groupe qui avait recollé à ses poursuivants, donc il a toujours la même tendance, et derrière on se fait taper au sprint, mais ça c'est un petit peu normal, et donc Benoît qui s'impose en solitaire. Donc voilà, Tour de Lombardie et PCM 2020, ça a changé, et c'est plutôt intéressant à observer, voilà, donc en marge de ce Tour de Lombardie auquel on va assister, je voulais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce qui a changé en Lombardie sur Pro Cycling Manager. Bon, très très bonne course à tous. Je sais que ma vidéo sortira pendant la course, mais c'est déjà mieux que rien, me semble-t-il. A plus, bye bye.